Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Si vous n'avez pas encore découvert l'émission, je m'appelle Thibaut Fourcade et j'invite chaque mardi un entrepreneur aguerri à partager son expérience en lui demandant ce qu'il ferait ou non s'il devait recommencer un projet From Scratch. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir dans ce nouveau décor Harold Gardas, un invité que j'ai déjà reçu il y a bientôt 2 ans et qui a beaucoup de choses à nous raconter depuis. Salut Harold. Salut. Bienvenue, merci d'inaugurer ce beau plaisir. Je suis sûr qu'on a plein de choses à se raconter. 2 ans après, Com a bien grandi, il s'est passé plein de choses. Ne serait-ce que le fait que tu sois devenu papa, qui est une étape majeure dans ta vie. Oui, c'est la grosse. Merci, ça a forcément un impact, mais je pense qu'on va en parler. Écoute, je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, et nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Du coup, je m'appelle Harold, j'ai 31 ans et comme tu l'as parfaitement dit, je suis jeune papa. Je commence par là parce que c'est un peu la prio du moment, parce que tu as ma fille à 6 semaines, donc c'est vraiment très récent. Que te dire? C'est toujours un peu la question quand tu dois te présenter d'être assez sharp, mais si je commence un peu par la fin, je suis le CEO et fondateur d'un groupe d'agences qui s'appelle Com, donc qui est historiquement une agence de communication. Donc on crée de la com pour plein d'entreprises. Je dis groupe parce que depuis peu, on a lancé notre premier spin-off. Donc c'est une autre structure juridique qui est rattachée au groupe, qui fait que dorénavant on est un groupe, mais on en reparlera je pense un petit peu après. Mais Com, pour donner quelques chiffres, en 4 ans, on fait quasiment 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est une 35, sachant qu'on était monté jusqu'à un peu plus de 40, et ça pareil, ça va faire partie des sujets qui ont été très intéressants. Écoute, voilà pour ça, je viens d'une petite ville dans le 92, je suis passionné par pas mal de choses, notamment par l'entrepreneuriat au sens large du terme et par les jeux vidéo qui drive ma life, en tout cas mes à côté, et puis très sportif dans l'âme. Et puis écoute, une année qui commence un peu sur les chapeaux de roue avec pas mal de nouveaux enjeux dont on va parler aujourd'hui. Ouais, génial. Écoute, je te propose dans un premier temps qu'on revienne sur les débuts de Com, même si tu en as largement parlé. L'objectif, c'est de comprendre un peu comment tu as lancé cette idée, surtout les difficultés premières que tu as pu rencontrer sur une agence de service comme ça, qui plus est dans la vidéo, qui est maintenant aujourd'hui un marché très concurrentiel, mais que tu nous exposes un peu les premiers enjeux, les premières difficultés et comment vous avez un peu pu les résoudre, le début de ton aventure, quoi. Ok, du coup, si on doit parler des difficultés, on arrivera rapidement à la 3e année de Com, parce que finalement, pour faire assez rapide, mais les 3 premières années de Com se sont super bien passées, vraiment, avec un lancement d'entreprise un peu idéal. On balance une vidéo de communication qui parle de nos services, ça prend super bien, notamment sur LinkedIn, et les demandes tombent, genre vraiment vénère, donc ce qui fait qu'on est dans une très bonne situation pour un lancement. Je te passe les détails d'une croissance qui est assez saine, pérenne, qui va assez vite aussi. On passe rapidement si je t'amène à 3 ans, à une 30aine de collaborateurs, donc ce qui fait que ça fait pas mal de monde. Je sais pas à quel point il faut que je te rentre dans le détail de toute cette passe, mais peut-être que celles et ceux qui voudront creuser un peu, j'en parle déjà pas mal. Si on parle vraiment des difficultés, je pense que la première phase de difficulté qu'on a eu avec Flo, donc mon associé et cofondateur de Com, ça a été l'année dernière, un peu le cap des 3 ans. J'ai l'impression que c'est une espèce de momentum pour n'importe quel entrepreneur de passer ce cap qu'on a vraiment ressenti, vécu, qui a été très compliqué à gérer, une période qui nous a permis de tirer énormément d'enseignements pour, je pense, aller encore plus vite et de manière beaucoup plus sereine. Et en gros, ce cap, donc ça a été le fait de se repositionner. Donc, Com est historiquement une boîte de production. Donc, en gros, pour faire très simple, on était des techniciens de l'audiovisuel. Donc, on avait des clients qui nous disaient je veux faire une vidéo qui met en avant mon entreprise, faites-la. Pour faire très simple. Donc nous, on était des très bons exécutants, on faisait des contenus qui étaient hyper quali. On a décidé de se repositionner en modèle d'agence. Ce qui varie et ce qui change, c'est qu'on n'est plus là qu'en technicien, on est là en fait un peu sur le why de notre accompagnement. C'est pourquoi est-ce qu'on va faire des campagnes, pourquoi est-ce qu'on va faire des contenus, comment on va correctement les faire, comment on va correctement les diffuser. Enfin, on a vachement étoffé en fait la stratégie globale. Exactement, la stratégie globale. On l'a fait parce que on se projette avec Flo dans la durée avec Com, et une boîte de prod, c'est compliqué de la faire grossir, ou en tout cas de varier les produits que tu as en interne pour tes clients, alors que le modèle d'agence, ça te permet un peu une infinité de verticales qui permettent de pouvoir couvrir en fait le scope global de la communication. Donc on a fait ce move qui a été complexe à gérer parce que je pensais que le fait de changer de positionnement
ça allait se faire de manière assez naturelle et assez simple en me disant, bon, s'il y a que de la strat à rajouter, on va recruter des personnes qui gèrent la strat et puis c'est bon, ça va fonctionner. Alors qu'en fait, t'avais une éducation en interne que j'ai trop négligée, de me dire que en fait, on avait construit 3 ans sur un modèle de boîte de production avec des personnes qui sont passionnées par l'image, par la vidéo, et c'était ça qu'on vendait, jusqu'à un modèle où dorénavant, on va chercher plutôt de la performance, de la réflexion, de la stratégie. Et en fait, même si tu es dans un même univers, tu joues pas exactement le même, t'as pas exactement le même métier, ce qui fait que ça a créé une espèce de petite rupture en interne entre ce qu'on avait construit et ce qu'on souhaitait construire. Et donc du coup, ça a été la première phase complexe, ça a été la phase vraiment interne de RH, d'éduquer un petit peu les gens en interne pour pouvoir leur donner de la visibilité, de les faire comprendre pourquoi est-ce qu'on allait on allait sur une nouvelle direction. Et voilà, ça a été le momentum et la phase la plus complexe qu'on ait eu à vivre et qui a encore son impact aujourd'hui, en bon maintenant, parce que après quasiment 12 mois à gérer les bordels que ça a créé, à réussir à reconstruire une équipe, parce qu'au final, on a perdu des personnes de chez Com qui ont décidé de quitter l'aventure et ou nous de les faire partir. Et donc du coup, toute cette phase a été très complexe, mais aujourd'hui, on est qui on est, une agence de communication bien rodée et voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce switch? Est-ce que c'est une contracture un peu du marché sur la réalisation de vidéos qui fait que vous avez voulu apporter une dimension supplémentaire que vous avez développée au fil des années à accompagner les marques et entreprises et puis vous avez voulu du coup un peu la processer et puis la proposer en offre globale. Qu'est-ce qui vous a motivé ce choix? Il y a 2 raisons principales. La première, c'est qu'on était assez déçus de voir certaines de nos réalisations qui ne performaient pas. Donc on a plein de nos clients pour lesquels on avait fait des superbes vidéos, mais qui faisaient 3000 vues, alors qu'elles auraient pu en faire 300 000. Et il y avait un peu un sentiment de frustration de se dire qu'en fait, elles n'étaient pas correctement réalisées parce que pas bien pensées. Pourquoi est-ce que vraiment on va faire cette prod? Est-ce que c'est sur ce type de vidéo qu'il faut partir ou non? Et parce qu'elles étaient mal diffusées. En fait, il y avait cette frustration chez nos clients, honnêtement, et chez nous, de nous dire, putain, en fait, on fait un truc qui est magnifique, mais c'est pas du tout utilisé à bon escient et de la bonne manière. Et donc, du coup, cette frustration, elle nous a donné l'envie de commencer à intégrer un peu plus de réflexion stratégique sans même l'avoir communiqué auprès de nos clients. Mais nous, en interne, on s'est dit, OK, on va s'éduquer un petit peu à réfléchir à pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc ça a été le premier amorçage et le premier pied vers ce repositionnement. Et le second, c'est qu'on s'est posé avec Flo en se disant qui on a envie d'être dans 5 ou 10 ans. C'est un exercice qui est hyper complexe, qui paraît évident de se projeter en disant, bah, t'es où dans 5 ou 10 ans? Mais quand tu te poses réellement et que tu te dis, dans 5 ou 10 ans, je dois me projeter avec Com, avec les équipes, avec toi, tes envies en tant que personne, quand tu deviens jeune papa, quand tu as peut-être envie de te barrer à l'autre bout du monde et ne plus habiter à Paris. Tout ça, c'est des paramètres que tu dois prendre en compte pour pouvoir dresser un petit peu ton plan des prochaines années. Et quand on dressait ce plan sur les prochaines années, la prod nous limitait trop sur notre volonté de construire quelque chose d'assez gros. Et derrière ce terme, gros, c'est pas juste se dire on est 3000 collaborateurs ou autre, mais c'est juste en fait, marquer un peu les esprits, marquer un petit peu notre écosystème qu'est la communication, en étant un acteur vraiment conséquent, plus qu'une jeune start-up sympatoche qui fait des vidéos cool. Et ce switch, il a vraiment opéré l'année dernière. Et donc, du coup, ça nous a vraiment, ces 2 éléments nous ont incité, nous ont poussé à se repositionner. Et encore une fois, de manière un petit peu trop brutale, je pense. Vraiment, le Rex que j'ai principal, c'est que quand on change des choses de manière un peu drastique, quand il y a un historique de quasiment 3 années d'entreprise, rien ne se fait rapidement. Il faut laisser du temps au temps, rien n'est plug and play. Tu vois, moi vraiment, j'ai recruté Aude qui est chez Com, qui est exceptionnel, de TBWA, une grosse agence, et je lui ai dit, tu crées la partie stratégique de Com. Elle le fait extrêmement bien maintenant, mais ça s'est fait avec complexité parce que rien n'est plug and play, que tu as besoin de passer du temps, d'itérer, d'éduquer les gens pour que ça se fasse au mieux. Donc voilà. Ouais. Alors maintenant que effectivement ça commence à prendre et que effectivement vous avez fait vos preuves sur 3 années et que maintenant ça commence à être bien processé et que vous remportez des beaux appels d'offres, et t'en parleras peut-être, mais notamment un super programme en ce moment qui est diffusé. Quelles sont les difficultés du scale auxquelles tu risques de te confronter? Là, tu parlais de la partie RH justement et d'avoir ce dimensionnement plus global qu'est de la stratégie. Quels sont un peu tes enjeux futurs, ce à quoi tu penses devoir te confronter et surtout comment tu comptes les adresser? Ça, il y a beaucoup de choses, je pense, qui va évoluer, parce que j'arrive peut-être sur un autre momentum de Com post repositionnement qui
qui on souhaite être maintenant. Maintenant, on souhaite être donc une agence, mais un groupe d'agences. J'en ai parlé juste avant en me présentant en disant qu'on était un groupe. On a cette volonté de créer des entreprises satellites à Com, à la maison un peu mère, des entreprises qui sont en fait des verticales qui sont cohérentes par rapport à ce qu'on peut proposer à nos clients. Donc en fait la com, encore une fois, c'est penser des contenus, les produire, mais c'est de la photo, de la vidéo. Ensuite c'est bien gérer ta diffusion. Ensuite c'est les animer tes réseaux sociaux, avoir une DA et un site internet qui est magnifique. C'est avoir de l'influence pour avoir un relais de visibilité. En fait tu as une infinité de verticales potentielles qui sont cohérentes par rapport à ce qu'on veut vendre à nos clients et qui nous donnent l'envie d'imaginer d'avoir toute une galaxie d'entreprises qui gravitent autour de ce groupe Com. Et donc là, notre nouvel enjeu aujourd'hui avec Flow, ça va être d'identifier les bonnes verticales, d'identifier les bonnes personnes qui seraient à la tête de ces verticales, parce qu'on n'a pas pour l'instant, on n'a pas envie de créer in-house, donc en interne, une nouvelle offre en disant à nos clients, Com a une nouvelle offre par exemple, de marketing d'influence du B2B. Je trouve que le fait de trop diversifier ce que tu proposes à tes clients brouille le message final. Et en fait, tes clients sont dupers parce qu'ils se disent, mais attends, mais je comprends plus rien. Tu fais de la vidéo, tu fais des trucs, tu fais des sites, tu fais des ça. Versus d'avoir des entreprises qui sont créées avec à la tête des nouveaux fondateurs, avec des process, avec une communication qui sont propres à ces verticales, qui sont rattachées à un groupe. Ça a beaucoup plus de sens pour nos clients. Et ça permet aussi d'avoir des process qui sont corrélés à ces industries. Parce qu'en fait, quand moi je vais avoir des process pour Com dans la production de vidéos, en fait, les process sont pas du tout les mêmes quand tu veux demain développer un site internet, si c'était ce sur quoi on allait. Donc là, nos prochains enjeux, ça va être vraiment de réussir à la fois trouver les bonnes personnes pour créer ces spin-offs ou ces nouvelles verticales, et en même temps d'avoir un discours qui va être uniforme par rapport au groupe. Et voilà. Donc ça va être le gros challenge qu'on est en train d'apprendre à faire, parce que c'est quand même pas rien. Dans cette phase de création d'autres structures, il y a aussi une phase de croissance externe, donc c'est le rachat d'entreprise. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train d'apprendre avec Flow. C'est le découlé aussi d'un événement qui a été assez dingue pour moi et Flow. Ça a été la potentielle revente d'une partie de Com l'année dernière, qui fait que on a été donc en phase de due diligence. Donc c'est-à-dire que tu as des gens qui veulent te racheter potentiellement, qui regardent tes comptes et qui regardent au millimètre près si tout ce que tu racontes sur LinkedIn est réel. Et ça, en fait, ça nous a éduqués à comprendre comment driver une entreprise, non pas juste par ce qu'elle paraît être sur les réseaux, mais parce qu'elle est réellement et fondamentalement dans les chiffres, dans les process, dans la structure de ton entreprise. Et ça, on l'a fait parce qu'on a failli être acheté. On a compris ce qui était attendu, et dorénavant, on va appliquer la même chose, mais nous, en identifiant des structures. Et donc voilà, plein d'éléments de réponse en une, mais au moins, ça permet de mettre un petit peu la big picture. Complètement. Alors, tu parlais sur ce rachat-là, c'est quoi? C'est une décision de part des potentiels investisseurs racheteurs qui finalement ont changé de projet, ou c'est plutôt vous qui avez souhaité pas aller au bout du process? En fait, déjà, jamais de la vie, on avait imaginé revendre une partie de Com avec Flow. Et ce qui fait que tu es dans la meilleure situation pour justement revendre ta boîte. En fait, à partir du moment où tu te dis, je vais revendre ma boîte, ne la revends pas parce que tu vas avoir une valo de merde, parce que tu es en recherche d'eux. Donc du coup, c'est ce qui fonctionne le moins bien. Là, il s'avère que nous, on n'a jamais voulu vendre. On est une boîte rentable depuis Day One. On fait à peu près 25% des EBITDA, donc de résultats net, ce qui est quand même bien. C'est vraiment signe de bonne santé. Ce qui fait qu'en fait, ça a intéressé certaines personnes. De fil en aiguille, les discussions se sont faites, et je pense qu'il y a un espèce de microcosme de racheteurs, parce qu'on a eu trois propositions sur la même période. Donc je pense qu'en fait, t'as une espèce de, je sais pas, ils doivent se passer le mot ou autre. Donc un WhatsApp secret. C'est sûr. The secret rachat. Non mais clairement, en tout cas, je pense qu'il y a un microcosme qui discute et échange les potentiels bons rachats. Et donc du coup, un peu comme ça, j'ai Mika qui est maintenant associé à Com, qui est un gros monsieur du business, qui est numéro 2 de Foncia, etc., qui me dit, écoute Harold, il y a une boîte qui aime beaucoup ce que vous faites, échanger, etc., et discuter, parce qu'il peut y avoir des points de synergie. Je te passe tous les détails et tous les cafés qu'on a fait, jusqu'à un moment où en gros il dit ouvertement qu'il a la volonté de potentiellement nous intégrer à son groupe. Nous avec Flo, moi Com, c'est un peu la boîte de ma life pour l'instant, j'ai pas du tout l'envie de quitter la structure. Par contre, de nous rattacher à une plus grosse entité, ça nous permettait d'aller beaucoup plus vite et de rejoindre un groupe actionnariat, au niveau de l'actionnariat aussi. Ce qui fait que ça a ouvert des discussions qu'on a un petit peu réfléchi. On est parti en phase de due deal pendant 4 mois. Ça s'est pas fait pour plein de raisons. La première, c'est que, la plus simple pour éviter de rentrer dans les détails, c'est que quand tu te fais racheter une partie de ton entreprise, j'essaie d'être assez synthétique, mais tu as 2 niveaux de rachat. Tu as le rachat un peu imminent qui est
le rachat d'une partie sèche de ta structure, et tu as ce qu'on appelle l'earn-out, c'est une seconde partie de rachat qui se fait dans le temps. En fait, ça t'évite que moi j'arrive et je te dise je t'achète ta boîte, et qu'en fait toi le lendemain tu branles plus rien, tu n'en as plus rien à foutre et tu te barres. Donc en fait je te dis tu as une partie du gâteau maintenant et tu auras le reste dans 3 ou 4 ans. Il s'avère que là la grosse carotte était un peu lointaine dans la durée, et que la solvabilité du racheteur était pas aussi certaine que ce qu'on imaginait. Donc on n'a pas pris le risque avec Flo et on a décidé à l'inverse que de rejoindre un groupe, de nous-mêmes avoir cette phase de rachat d'entreprise et de nous devenir ce groupe qui à Lyon racheter des entreprises. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de lever un peu de sous. On a levé 1 million d'euros là il y a 4-5 mois, ce qui est pas énorme, mais ce qui permet d'avoir un peu de financier pour aller chercher de la dette auprès des banques et imaginer cette stratégie de croissance externe. Ouais, bien sûr. Alors c'est super intéressant ce que tu évoquais juste avant, l'aspect branding, et de créer finalement, on le positionne soit en service, soit en business unit, soit agence à proprement parler à part. Et effectivement, je pense que c'est super important pour qu'il y ait un message clair et qu'on se dise pas comme fait ça, mais aussi ça, parce que quand tu fais tout, tu fais presque rien. Finalement, tu peux pas, quand tu parles à une typologie de client, tu vas pas avoir le même discours que pour quelqu'un qui veut autre chose. Totalement. Donc, comment pour autant tu gères ça de par le fait que Com, effectivement, c'est rattaché. Donc quand on parle de Com propose ces services-là, mais en même temps Com c'est aussi un service en soi. Donc comment en termes de branding, d'attaque de marché, tu te positionnes sur cette partie stratégie? En fait, ce qui est cool avec le fait d'avoir d'autres entreprises, c'est que chacun a un point d'accroche avec des clients qui sont différenciants. C'est-à-dire que Com va arriver chez un grand groupe en disant, je te la fais très simple, mais on pense des campagnes de marque employeur interne. On met le pied dans la porte grâce à ce besoin. On a été identifié par le grand groupe par ce besoin, mais à partir du moment où on a créé contact avec cette structure pour ce bien, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du cross-sell, c'est dire d'ailleurs, au sein du groupe Com, on peut également gérer vos réseaux sociaux, blablabla. Et à l'inverse, si imaginons que ce soit LVMH, et LVMH n'est pas intéressé par la marque employeur, on nous a pas identifié sur ce service, va identifier Capsule, qui est notre premier spin-off sur du contenu de personal branding, et de la même manière Capsule va aller faire du cross-sell en disant d'ailleurs on a aussi notre agence Mercom qui peut s'occuper de toutes vos campagnes. Donc en fait ça permet d'avoir des cibles qui sont très certainement les mêmes, mais avec des moyens qui sont différents. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Et si chacune de tes boîtes exécute vraiment de manière laser ce qu'ils font, en fait ta recommandation d'agence à agence elle se fait de manière hyper limpide. Nous quand on fait un bon taf avec Com, j'ai déjà recommandé 1000 boîtes qui sont pas encore au sein du groupe Com, mais qui pourraient l'être demain, mais qui font qu'il y a des passes D qui se font de manière assez naturelle. Et si ça se fait au sein même de notre groupe, c'est tout bénef. Ouais, bien sûr. Écoute, maintenant qu'on a fait planter le décor, finalement, qu'on a fait cette mise en abîme, si justement tu devais recommencer from scratch, de par tout cet apprentissage que tu es maintenant sur ces 4 années, qu'est-ce que tu referais, ce sur quoi tu as le plus appris, tes points d'attention véritablement que tu juges majeurs sur le lancement d'une future business unit ou de ce que tu es en train de faire, tu vois, dans l'acquisition d'une nouvelle entreprise en externe, ce sur quoi tu vas prêter attention si je relance une boîte demain. Ouais, exactement. J'éviterais, je commence par peut-être les trucs que je referais pas, et je te dirai ce que je referais. Ce que je referais pas, c'est d'avoir une stratégie qui repose sur la stratégie du prix, d'être moins cher que les concurrents. Ça, c'est vraiment l'un des axes différenciants lors du lancement de Com. Ça a été le prix, ça a été de dire on fait des bêtes de vidéos, mais beaucoup moins cher que la concurrence. C'est un peu l'évidence pour essayer d'avoir sa petite place dans un écosystème déjà bien saturé, c'est de dire je fais le même service que les autres mais je te le fais moins cher. Donc il n'y a pas que comme ça qu'on s'est différencié. On a été une marque média, on a communiqué avec humour, on a créé du contenu autour de nous, ce qu'on appelle du building public pour avoir une espèce de capital sympathie auprès de nos prospects, mais on a aussi et surtout communiqué sur le fait d'être plus accessible. Ça a été génial pour faire la diff, donc on a eu des dizaines de demandes, etc. Sauf qu'en fait, quand tu veux imaginer pérenniser ton entreprise, imaginer d'avoir une croissance qui te permette de l'imaginer dans le temps et dans la durée, en fait, le modèle du prix très accessible, il est très handicapant à la croissance parce que tu es identifié
comme la startup pas très chère avec des prix accessibles. Donc si demain tu commences à proposer des trucs qui coûtent une blinde ou qui sont beaucoup plus chers, bah le message fonctionne un peu moins bien. Et parce que tu t'adresses aussi à une typologie de clients qui n'est pas du tout celle sur laquelle tu peux imaginer une croissance pérenne. Nous, nos premières offres qui étaient très destinées à des très jeunes boîtes, des jeunes entrepreneurs qui mettaient un peu all-in en mettant 1000 euros. En fait, ça colle pas du tout par rapport à ce qu'on souhaite, à ce qu'on souhaitait de devenir demain. Donc cette stratégie par le prix, elle est hyper alléchante parce qu'elle est évidente, mais elle est très dangereuse si elle n'est pas correctement travaillée en amont pour avoir sa stratégie de développement. Donc vraiment, je ferais bien gaffe à ne pas capitaliser que sur ce côté moins cher. Ça, c'est une évidence, c'est un truc que je reproduirais pas. Ce que je reproduirais pas non plus, c'est trop délaisser le côté personnel quand on lance une entreprise. Parce que quand tu lances une boîte, tu te dévoues à 300% pour ta boîte, tu donnes corps et âme pour ta boîte et c'est normal et c'est top. Parce que si tu vois ça comme vraiment quelque chose de bénéfique à toi et comme un kiff, il faut le faire. Mais simplement, quand tu dégrades un peu ta santé mentale, entre guillemets, en fait, ta boîte, de la même manière, il y a un moment où ça chute et tu as du mal à continuer un petit peu dans la courbe de croissance. Et tu vois, je m'en suis rendu compte avec un com pendant 3 ans où j'étais à 800%. Il y a un moment où j'ai été un peu fatigué de ça, ce qui fait que je me suis senti fatigué, je me suis senti donc moins efficace et j'ai vraiment ressenti que ça a eu un impact sur son entreprise. Et en fait, ta boîte, t'es obligé quand t'es CEO et quand tu gères une entreprise, que quand ta boîte croît, bah, t'essayes de croître de manière encore plus encore plus vénère que la croissance de ton entreprise. Sinon, c'est plus toi qui porte ta boîte, c'est ta boîte qui te porte. Et ça passe par en fait les à côté, c'est-à-dire faire attention à ce que tu bouffes, bien dormir, faire du sport, tout ce qui en fait te permet de te sentir bien toi en dehors de simplement l'aspect professionnel. Je pense que c'est un truc qu'il faut pas négliger et que j'avais négligé. Donc je dirais ça. Et le dernier point, si je dois en garder que 3, je te dirais qu'il faut que je ne considérais pas mes équipes comme ma famille, parce que ça a été ça avec Com, plus que comme une équipe de sport. Et la différenciation, elle est très importante. Quand tu considères des gens comme ta famille, ça veut dire que tu ris avec eux, ça veut dire que tu pleures les moments de difficulté, tu partages les moments de victoire, tu fais tout ensemble. Et si un des membres de ta famille est plus faible et moins bon, c'est pas grave, ce qui fait partie de la famille et tu le gardes avec toi. La seule différence qu'il y a avec une équipe de sport, c'est que tu fais tout pareil qu'une famille. Simplement, si à un moment donné une personne n'est plus à niveau, en fait, tu te dois de la faire partir et de la remplacer. Comme quand une équipe de foot a embauché un attaquant, si au bout d'un match, 2 matchs, 3 matchs, 10 matchs, il marque plus, à un moment tu te dis je vais le remplacer. Et en fait, ça, c'est une différence qui est un peu violente à entendre, je trouve, mais qui est une réalité, c'est qu'en fait, une entreprise, c'est des gens qui sont les meilleurs dans leur domaine d'expertise. Et moi, j'ai un petit peu trop brouillé le message avec des amitiés que j'ai tissées avec des gens de com qui ont fait que même quand certains ou certaines n'étaient plus au niveau, je me disais ça fait partie de la famille, donc on continue, on avance, mais en fait ça a dégradé le service de com, ça a dégradé nos process, la manière dont on est exécuté et donc les livrables pour nos clients à la toute fin du funnel. Donc ce qui fait que en fait ça n'a pas été très bénéfique. C'est un espèce de cadeau empoisonné que se dire que en fait t'es une grande famille et que tout le monde s'adore. En fait ça c'est un truc qui marche très bien pour des jeunes startups je trouve, mais quand tu essayes de pérenniser un peu ta structure, c'est un cadeau empoisonné. En fait ça aide personne que de faire ça. Donc voilà, je suis dans le franc et dans le transparent, mais voilà les 3 points que je ne referai pas. Ouais. Si jamais je parle que des côtés un peu améliorables ou négatifs entre guillemets. Ouais, bien sûr. C'est sûr que la RH, c'est un sujet toujours compliqué et puis effectivement qu'on a construit dans le temps avec quelqu'un, c'est toujours délicat d'attendre le dernier moment pour dire bon maintenant ça bloque et c'est un enjeu majeur. Et j'imagine que aujourd'hui, c'est ce à quoi tu vas porter de plus en plus attention, surtout si tu ouvres de nouvelles verticales comme ça, où ça sera de plus en plus compliqué vu que tu sortiras probablement complètement l'opérationnel à proprement parler pour être plus sur de la strat. Donc là, tu vas devoir faire du middle management et déléguer cette partie-là. Tu as commencé à l'appréhender déjà? Comment tu... Plus qu'appréhender, on a commencé à le faire. Ça fait quasiment 1 an qu'on a notre pôle de middle manager, les head of pôle, qui gèrent leurs équipes. Et moi, je gère les directeurs de pôle. Il faut faire très attention sur cette phase de
enfin, quand tu es en direct avec n'importe quelle personne de ton équipe et que tu rajoutes une couche de management, en fait, tu as souvent de la perdition d'informations. Ça, c'est un peu une évidence. Tu as aussi un retravail ou en tout cas une manière un peu différente de faire passer les messages que moi je passe à mes directeurs de pôle. Donc, il faut quand même s'assurer régulièrement que ce que tu penses dire à tes directeurs de pôle soit correctement expliqué à leurs équipes, parce que sinon ça peut créer un fossé, un décalage. Et je pense que même quand tu as une couche de middle management, faut pas oublier quand tu es fondateur et CEO de continuer à comprendre ce qu'est la réalité un peu opérationnelle, parce que sinon tu es beaucoup trop décorrélé de la vraie vie entre guillemets, et les choix que tu portes et que tu prends sont plus du tout en adéquation avec la réalité de tes équipes. Et ça c'est pareil, un truc qu'il faut je pense se faire avec transition, parce que d'avoir une équipe avec qui tu étais day to day au quotidien et avec qui tu parlais tout le temps, et du jour au lendemain avoir du middle management et tu parles plus du tout à tes équipes, ça peut être assez brutal, donc faut le faire de manière transitoire. Et voilà, mais écoute, ça repose par les gens, ça repose par un process de recrutement qui est de plus en plus pointu, avec de plus en plus d'exigences, et surtout ne pas simplement s'arrêter sur des gens qui sont motivés, parce que des personnes qui sont venues à des entretiens en me disant comme je vous suis depuis le début, j'adore ce que vous faites, moi ça me touche encore maintenant et ça me touchait encore plus avant, ce qui fait que j'avais tendance à ne voir que ça. Et en fait, quand il y avait des lacunes de compétences, je me disais vas-y fuck it, ça suffit parce que la personne est motivée. Alors qu'en fait la réalité c'est que ça c'est génial pendant un temps, mais le moment où en fait tu demandes et tu mets un niveau d'attente qui est très élevé, mais que la personne en fait n'arrive pas à suivre, ça fonctionne pas. Donc du coup on est très attentif à ce que nos recrutements soient vraiment laser, et donc du coup voilà. Ouais. Alors, je voudrais, si tu le veux bien, qu'on revienne sur la partie, ce que tu as évoqué, le positionnement de l'offre, et de pas se positionner par le bas en termes de prix pour s'implanter dans un segment de marché, notamment où l'entrepreneuriat se développe de plus en plus en France, et c'est une excellente chose, mais il y a de plus en plus de marchés saturés, et la conjoncture économique font qu'il y a de moins en moins d'argent et c'est de plus en plus compliqué. Donc la concurrence est de plus en plus rude. C'est un écueil souvent dans lequel on peut tomber, de se dire je lance un nouveau produit, je m'insère dans un marché, je mets un prix plus bas. Même des freelances descendent leur TJM pour justement aller chercher des prestations, tout simplement. Pour contrer ça, comment tu ferais aujourd'hui? Comment tu le qualifierais? Est-ce que tu te nicherais davantage, toucher un segment de marché moins important, mais du coup avoir un service plus adapté à une frange de prospects particulière, et donc pouvoir mettre un prix plus élevé en correspondance? Comment tu aborderais ce sujet-là? Ça, du coup, ça amènerait sur ce qu'on a bien fait, et ce que je referais demain si je lançais une boîte, c'est de créer une marque média. Donc, c'est une entreprise qui n'est pas qu'une boîte dans la façade, mais qui montre en fait qui sont les gens qui constituent cette entreprise, donc les fondateurs, les équipes, et donc c'est en fait créer du contenu autour de l'entreprise. Et ça permet de pouvoir faire la différence par rapport à des concurrents sur un truc qui est inachetable, un truc qui est compliqué pour tes concurrents d'avoir, c'est le capital sympathie. C'est le fait que tes clients, à un moment donné, vont screener le marché pour une offre et vont se dire, c'est avec cette personne que j'ai envie de partir parce que j'ai l'impression de le connaître, parce que j'ai créé un lien je les ai vus, je suis rassuré, j'ai vu des visages, je suis attaché par les valeurs des fondateurs et des équipes, et c'est avec eux que j'ai envie de partir. Et ça, pour le coup, ça a été notre force majeure avec Com. Ça l'est encore aujourd'hui, je pense. Les 3 premières années de Com, on n'avait pas de commerciaux, c'était 100% d'inbound marketing, donc des gens qui venaient nous contacter parce qu'on était une marque média et parce qu'on véhiculait ce qu'on était réellement. Et ça, en fait, c'est un truc qui est complexe. Et même quand tu as tes concurrents qui ont des dizaines de milliers d'euros à mettre en ads, en publicité, et tu te dis, en fait, moi, j'arriverai jamais à prendre le dessus. En fait, ça, c'est un truc que tu peux payer de faire de la pub de partout. Mais ce que tu peux pas faire, c'est encore une fois de montrer qui t'es pour de vrai. Et ça, c'est un truc qui permet d'avoir ce qu'on appelle un unfair advantage. C'est vraiment de faire la différence. Et ça, c'est un truc que je ferai, que je travaillerai, que je diffuserai sur plusieurs réseaux. Parce que moi, je suis à 99% de mes efforts sont sur LinkedIn, mais j'ai envie de m'ouvrir sur de nouveaux réseaux parce que je pense que LinkedIn évolue en bien, peu importe, mais il y a un moment où je pense où tout cet écosystème B2B qui est centralisé sur LinkedIn va se distiller sur d'autres réseaux.
OK. Et moi, je suis dépendant de LinkedIn pour le coup, parce que j'ai pas d'autres réseaux sur lesquels on est vraiment très actif. Donc, je suis en train de regarder et je crois dur comme fer que YouTube va se B2Biser, va devenir de plus en plus une plateforme sur laquelle on va aller suivre des créateurs qui portent des projets d'entrepreneurs ou enfin des boîtes, tu vois. Et du coup, j'essaye d'y mettre de l'effort. C'est très frustrant parce que j'ai maintenant une équipe pas mal. On fait des produits qui sont cool et pour autant, j'arrive toujours pas à performer parce que j'arrive un peu tard, parce que les codes sont différents. Donc, je dois réapprendre un petit peu tous les basiques de comment prendre de la place sur un réseau. C'est hyper frustrant. Je mets beaucoup d'efforts et j'ai 1000 abonnés, mais je sais que avec le temps, je sais que ça fonctionnera. Mais voilà, donc je pense que c'est hyper important d'être très attentif sur les nouveaux réseaux émergents, d'essayer d'arriver en précurseur quand on peut, typiquement comme un Twitch ou autre, pareil, j'y crois dur comme fer pour le B2B, parce que quand tu arrives précurseur sur un réseau, c'est le meilleur moyen de prendre de la place rapidement. Par contre, ça veut dire mettre de l'effort, du temps, de l'argent, sans que pour autant il y ait tout de suite de l'attraction, puisque c'est en émergence par définition, donc c'est pas encore un truc hyper connu, donc voilà. Ouais. Alors là, on se projette dans le cas où effectivement tu as ton fondateur, ce qui arrive souvent, mais surtout des équipes. Si demain tu recommençais soit seul ou avec ton associé, est-ce que tu ferais pareil? T'exposerais toi ta vision à travers des vidéos? Comment justement t'anticiperais cette entité, ce groupe média à la fois entreprise et canal de communication? Comment tu te positionnerais? Je le ferai encore plus, je pense, de manière peut-être plus structurée, parce j'ai souvent eu tendance à me dire qu'il y a notre taf et que quand on peut, on va créer du contenu sur nous. Donc je l'ai un petit peu considéré comme un à côté, plus que comme un essentiel. Et je pense que demain, ça ferait partie de mon planning, comme ça l'est de faire un call prospect ou de faire un truc de com, tu vois. C'est vraiment de l'intégrer dans ma stratégie, plus qu'encore une fois le mettre comme un à côté. Donc c'est ce que je ferais. Je pense que j'essaierai de recruter des personnes qui sont conscientes de l'impact de l'image de marque, parce que j'ai souvent essayé de pousser mes directeurs de pôle à créer du contenu parce que je leur explique que en le faisant, on a réussi à faire pas mal de choses. Donc en fait, il y a du tangible sur le fait de mettre de l'effort parce qu'il y a un impact. Et pour autant, ça accroche pas. Et je trouve ça dommage parce que mes directeurs de pôle, ils ont un talent extraordinaire que j'ai pas. Ils auraient tout intérêt à partager leur vision, leur savoir-faire pour pouvoir travailler leur propre image de marque et donc servir mais servir aussi leur aventure de demain s'ils quittent la boîte. Et donc, ce que je ferais, c'est que j'anticiperai rapidement des recrutements sur des personnes qui ont vraiment cette logique. Et aussi et surtout, je me ferais mal en me disant que si je suis dans une industrie qui est très créative comme celle de Com, j'essayerai de recruter des personnes qui ont quand même de la sensibilité business, parce que faire quelque chose encore une fois de beau ou de très créatif, c'est génial, mais si c'est trop décorrélé du business, du ROI, je pense que c'est plus du tout, c'est plus dans l'air du temps. Tu disais que la conjoncture était compliquée. Les boîtes qui dépensent de l'argent, elles demandent de plus en plus de data, de metrics. Elles veulent vraiment avoir du tangible sur pourquoi est-ce qu'elles dépensent de l'argent. Et si tu n'as pas des gens qui sont éduqués à ça, je pense que c'est complexe. Et voilà. Et je ferai une vraie prio aussi sur construire une base saine d'entreprise, parce que souvent on a tendance à se dire que l'administratif, le légal, la fiscalité, etc., c'est un truc qui arrive plus tard. Mais en fait, c'est un petit peu comme ta base de Capla. Tu sais, quand t'étais gosse, tu faisais des Capla. En fait, si ta base est pas très saine, et qu'ensuite t'as commencé à monter ta tour, tu vas pas pouvoir rebouger tes basements et enfin ta base, pardon, putain, le franc, c'est insupportable, la base, ce qui fait que ça rend toute ta tour un petit peu bancale. Et ça, on s'en est rendu compte pendant notre phase de due deal. Donc je serai très attentif à tous ces détails administratifs et légaux qui sont en fait très importants au tout démarrage de boîte. Voilà, donc je te dirais ça. Ouais, c'est sûr que ça, au bout d'un moment, ça t'empêche de croître. Et en même temps, on passe un peu tous par là. C'est le 56e épisode qu'on tourne ensemble, et c'est vrai que j'ai pu recueillir beaucoup de conseils et en expérimenter un certain nombre. Et on se rend compte quand même que, en fait, souvent, tu es obligé de te rentrer dans le mur pour comprendre le conseil qu'on t'a donné. Toujours. Ça t'évite souvent de l'avoir eu, ça te permet quand même de mieux anticiper la suite et de te relever, plutôt que de ne pas comprendre vraiment véritablement ce qui t'est arrivé. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a pas vraiment d'école effectivement, au début, c'est la difficulté tu veux avancer vite, et il faut avancer vite, faut pas passer trop de temps sur des sujets parce que t'en es pas à là, quoi. Et en même temps, il faut pas avoir trop de lacunes parce que ça peut vraiment se retourner contre toi. Et il y a déjà des boîtes qui avaient
des bons résultats, mais qui ont failli couler parce qu'en fait, ils sont aperçus que leurs besoins en fonds de roulement dépassaient leurs charges Ouais. et surtout en agence de service où tu es payé à 30 jours, voire plus, bah, tu as quand même des salaires à payer et parfois... C'est clair, non, c'est clair. bloque. Et puis tu vois, en plus après sur les sujets un peu de l'ego, c'est un peu moins le fait de passer du temps sur un BP à te masturber la tête pendant un an à dire est-ce que c'est bien ou pas avant de me lancer. Ça pour le coup, je suis assez dans le. C'est pour ça d'ailleurs que n'importe quelle boîte que je relancerai demain, je pense que ce sera du service. Moi, j'ai trop besoin que rapidement j'ai de de l'interaction avec le marché pour pouvoir comprendre si jamais on est dans le vrai ou pas, versus itérer sur un process, sur un projet pendant des mois ou des années et ensuite me dire est-ce que ça va fonctionner ou non. Mais par contre, le fait d'être rapide sur sur la proposition de ton produit ou de ton service, ça ne veut pas dire que tu dois rusher par contre les sujets légaux et admin et autres. Et pour le coup, tu peux totalement lancer ta boîte avant même d'avoir encore tout bien structuré. Enfin, combien de personnes, moi, ma sœur a lancé sa boîte, je lui ai dit, avant de créer ta structure juridique, prends le temps, etc. Tu factures en freelance, peu importe. Enfin, tu vois, ça sert à rien de rusher des étapes qui sont trop importantes pour le futur, alors qu'elles ont aucune importance sur le court terme. Donc voilà. Alors, tu m'avais fait le pont, justement, on est un peu parti sur justement les aspects que tu referais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de ce que tu as pu constituer jusque-là et que tu remettrais en place sur un projet futur? Ouais, je pense qu'il y en a pas mal. D'essayer de créer indépendamment de la marque média qui est de créer du contenu autour de sa marque, ce serait d'avoir un média à part entière qui te positionne en tant qu'expert dans ton secteur. Donc nous, on a lancé un média qui s'appelle Comédia, qui parle de business, d'entrepreneuriat, mais avec des formats qui sont assez créatifs et novateurs. Et en fait, ça pour moi, c'est un moyen très très smart de pouvoir drainer d'autres sources d'intéressement de tes prospects. Donc, tu as des gens qui sont intéressés par la valeur que tu crées par ta boîte. Et ensuite, tu peux avoir aussi des gens qui sont intéressés parce que tu te positionnes comme expert dans ton secteur. Et ça, je trouve que c'est un truc alors qui demande de la ressource en temps, en humain, très certainement en financier, mais qui pour moi est game changer parce qu'un média, ça te permet de pouvoir créer du lien et tu le sais très bien et tu l'as lancé aussi pour ça, je pense, c'est que tu crées des liens avec des gens, tu capitalises sur leur savoir, donc par association, ça te positionne aussi par rapport aux invités que tu invites et donc tu peux rapidement prendre la place sur un écosystème et sur une industrie sur lesquelles il n'y aurait pas forcément tes concurrents qui seraient peut-être même 10 fois meilleurs que toi, mais toi, tu es le visage d'un secteur sur lequel t'apporte de la valeur. Et ça, c'est un hack qui, je pense, est sous-coté et qui pourtant a beaucoup de valeur. Moi, c'est ce que j'appelle de l'infotainment. C'est vraiment apporter de la valeur de fond, donner de l'information, mais le faire avec des formats qui sont cool. Cool, ça peut être un podcast comme toi et moi maintenant, ou plus poussé dans d'autres cas d'usage. Nous, on a lancé des trucs, laisse tomber, enfin, qui étaient des dingueries. Mais voilà, de vraiment se positionner en tant que média à part entière sur un secteur, je trouve que c'est très intéressant. Et alors, j'essaie de rattacher des trucs peut-être un peu plus terre à terre pour même peut-être des personnes qui sont seules ou qui sont freelance et autres. J'ai moins de... je lancerai toujours une boîte avec quelqu'un. Je ne me vois pas solo founder, vraiment. Et Dieu sait, et je t'en ai parlé un petit peu en off, que j'ai eu des expériences dans le passé où je me suis fait ken clairement par un associé et que je l'avais vraiment mal vécu. Et pour autant, ça donne tellement plus de saveur aux bonnes relations futures. La relation actuelle que j'ai avec Flo, c'est extraordinaire. Et quand tu partages les moments de réussite avec quelqu'un, quand tu partages tes moments de doute avec quelqu'un, je trouve que ça permet de pouvoir déplacer des montagnes versus solo où je trouve, mais c'est une question là pour le coup très personnelle, que j'ai besoin en fait d'avoir quelqu'un qui me challenge, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me mette des tartes et qui ait un point de vue qui soit totalement différent du mien, parce que sinon je trouve que tu avances avec trop de certitude sans être suffisamment challengé. Et donc, tu prends pas la meilleure des directions, à mon sens, ou pas la direction qui te permet de grossir le plus rapidement. Donc voilà, je relancerai une boîte avec une personne. Et marque média. Marque média est top of mind, vraiment. Ça c'est un truc de ouf, tu vois. J'ai beaucoup de mes potes qui ne dépendent que de la prospection outbound, donc vraiment d'aller faire du cold calling, cold mailing, et je me rends compte, ils me disent bah ouais, j'ai fait 10 000 appels et j'ai réussi à avoir 10 personnes qui m'ont répondu, et je me dis putain, mais déjà je trouve que c'est dur et éprouvant, et je me dis qu'il n'y a pas meilleur moyen. En fait, le truc qui est dangereux, de ne reposer sa croissance que sur de la prospection outbound, c'est dangereux parce qu'en fait, même si tu identifies les bons acteurs
pour leur proposer tes services. Tu arriveras très rarement à arriver au bon moment où le mec te dira ah oui bah parfait, j'ai besoin maintenant tout de suite d'une vidéo, c'est parfait. Versus d'être top of mind, de créer du contenu autour de toi, c'est les gens qui s'identifient et qui eux-mêmes au bon moment te diront j'ai besoin de vidéos, je les ai en tête et c'est moi qui vais contacter Com. Et donc en fait ta chance de conversion elle est 100 fois meilleure. Et donc ça je continuerai ce travail, mais ça va dans le sens de la marque média. Et voilà. Ouais, complètement. Bah, surtout que la création de contenu, ça a quand même une forte valeur de finalement de cumul des intérêts où en fait tu vas créer une vidéo un jour et elle va perdurer dans le temps et au fur et à mesure de ton avancée, il y a quand même des personnes qui vont pouvoir venir la consulter. Alors c'est ce qui me dérange un peu avec LinkedIn, tu vois, c'est génial ce qu'on peut faire, toute cette partie création de contenu, mais au final, un post que tu vas faire a une durée de vie d'une semaine. Ouais. Et ça, c'est dérangeant parce que en fait, alors que tu parlais d'une chaîne YouTube, tu vois, et justement, c'est là où c'est intéressant. Il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Bon, LinkedIn ne changera probablement pas et non. C'est un peu le pendant de Twitter où voilà, c'est assez éphémère, c'est une viralité sur quelques jours et c'est pour ça qu'il faut sans cesse se renouveler. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut poster à grand minima une fois par semaine, mais même plus, je pense maintenant. Oui, non, mais il faudrait plus effectivement parce que à l'époque, il y avait pas beaucoup de créateurs, maintenant que ça se densifie de plus en plus. Effectivement, c'est important, mais c'est pas tant poster pour poster, c'est parce que pour qu'on puisse nous voir, quoi. Ouais. Alors que YouTube, effectivement, on dépend de la découvrabilité, comme tu disais, tu galères pour l'instant à avoir de l'attraction, mais pour autant, le jour où ça va prendre, et c'est ce qui est arrivé pour beaucoup de créateurs, comme notamment Stan Leloup, que tu connais peut-être de Marketing Mania. J'adore ce mec. Ouais. Et c'est vraiment génial, je trouve, ce qu'il fait. Sa chaîne, elle a vraiment pris avec une vidéo où il fait sur le loup de Wall Street et là, ça a explosé. Et avant, il en avait fait plein. Et c'est juste que, et après, maintenant, c'est une référence dans le temps et ça. C'est clair. Ça s'inscrit. Dans c'est la que durée. des intérêts composés et c'est aussi l'intérêt d'un podcast. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais en fait, c'est que quand tu consultes un épisode que tu viens de découvrir, tu vas t'intéresser à ce qui s'est fait avant. Et là, c'est génial. En fait, tu consultes ta bibliothèque, alors qu'un créateur sur LinkedIn, effectivement, tu vas t'intéresser à lui, à son actu du moment, mais tu vas pas avoir l'antériorité de ce qu'il a été créé. Totalement. Donc c'est une stratégie qui est totalement différente. Je pense il y en a pas de bonne ou de moins bonne, juste c'est des codes qui sont différents et sur lesquels il faut s'adapter. Mais effectivement, c'est ça que c'est un peu frustrant ce côté LinkedIn où tu te dis putain, en fait un post sur lequel tu as passé des heures parfois qui fonctionne en plus ou moins, mais juste tu dis en fait dans 3, 4, 5 jours, tu disais une semaine, je suis même pas, enfin quoique, j'ai l'impression que l'algorithme pousse un petit peu les posts plus longtemps dans la durée, mais j'avoue que c'est un petit peu frustrant. Donc ouais, mais YouTube, j'y crois fort. C'est sûr. Et il y a Twitch effectivement qui est le pendant YouTube Live qui pour l'instant n'a pas pris. Ils ont cette feature depuis longtemps, mais c'est vrai que Twitch reste pour l'instant Epic maintenant qui arrive. Qui a mis une belle petite gif, je crois, à Twitch. Je me suis peu renseigné, mais ouais, le live, j'y crois aussi fort. C'est trop dommage. LinkedIn avait fait les LinkedIn Live et autres. Moi, j'avais un peu testé, itéré, mais j'ai pas l'impression qu'il avait poussé tant que ça, alors que pour moi, c'est le next game. Le live, c'est vraiment un truc qui va prendre beaucoup de place dans cette année ou je pense l'année prochaine. J'y crois de ouf. Vraiment, j'y crois de ouf. Là, on va faire une émission avec la BPI qui est un peu un talk show pour entrepreneurs, un peu un espèce de quotidien like pour parler business. Et notre enjeu, nous, c'est de faire, donc on fait des premiers épisodes jusqu'à septembre en faux direct et on aimerait en septembre avoir suffisamment eu de traction pendant la première saison pour pouvoir imaginer de ne faire que du live. Donc voilà, si eux aussi ont ces insights et ces sentiments, c'est très certainement que ça veut dire que ça va peut-être aller dans ce sens. Donc bon, ce serait bien. Le live, ce serait bien. Il y aurait que de l'authenticité et je trouve que tu découvrirais tous les créateurs, tous les entrepreneurs sur vraiment une nouvelle facette et je trouve ça cool. Ouais. Est-ce que, à contrario, il y aurait eu un échec que tu aurais connu jusque-là, ou en tout cas vraiment un frein, qui a eu un véritable retentissement, dans ton activité sur lequel tu sais que tu as su capitaliser et aujourd'hui que tu as en tête, tu vois, un peu en souvenir ancré pour éviter de répéter la même chose, qui a vraiment quelque chose qui t'a marqué sur ces 4 années de clown? Ouais, je dirais que c'est penser que la culture d'une entreprise est ancrée. Qu'en fait,
si tu as une bonne culture, c'est un truc qui reste à vie. En fait, la culture, c'est un truc qui est aussi organique qu'un humain, aussi organique qu'une entreprise, c'est que ça évolue et ça évolue en fonction de la durée de vie de ta boîte, en fonction des gens qui intègrent la structure. Ça veut pas dire que tu changes sans arrêt de direction. Ça veut juste dire que tu as une direction qui est bien identifiée, mais tu vas passer par des chemins différents. Et ces chemins différents, c'est faire évoluer ta culture. Et moi, j'ai gardé et conservé la culture historique de Com sur le nouveau Com qui existait, enfin qui s'est repositionné, et en fait la culture était plus vraiment alignée. Donc on a fait cet effort avec Flo de repenser la manière de retranscrire la culture, parce qu'en fait fondamentalement ta culture ne change pas, mais c'est dans la manière dont tu l'amènes que dans ces détails que ça bouge. Et tu vois, j'ai des exemples qui fonctionnent bien maintenant qu'on met en place chez Com. Donc vraiment, j'ai pour objectif de me focus sur la communication fluide entre les équipes, entre les managers, etc. Et on a mis en place plein de moyens de pouvoir aller dans ce sens de la communication, comme tu vois, le fait d'avoir un loom du vendredi, c'est une vidéo sur laquelle je prends la parole pendant 10-15 minutes pour donner toutes les informations un peu notables et majeures de la boîte pour que tout le monde ait le même niveau d'info. On a mis en place un système de mystery box où quand certaines personnes ont un peu par timidité peur de faire remonter des infos, en fait elles peuvent de manière 100% anonyme remonter de l'information, et nous à la direction on peut avoir ces insights sans savoir qui. Franchement c'est génial. Alors ça veut pas dire qu'il faut, c'est ce que je dis aux équipes, je dis avant de passer par la mystery box, vous dites les choses, il faut assumer les choses, il faut s'en parler, c'est hyper constructif, mais ça permet quand même, quand il y a des sujets qui sont durs à traiter, de pouvoir les remonter. Et aussi un autre peut-être conseil, je te donne, je sais même pas pourquoi je suis parti sur ces exemples, mais c'est cool que c'est des choses qui sont actionnables. C'est le Monday Morning Talk, ça pour le coup c'est vraiment cool. C'est une fois par mois, on fait venir un expert sur une thématique qui a été choisie par l'équipe, donc ça n'a rien à voir parfois avec le business. On a fait venir un mec qui donnait des cours de théâtre, parce que les gens trouvaient ça cool. Bref, je fais un système de vote où les gens nous poussent des idées. Une fois que les idées sont votées et sont choisies, on va trouver avec Flo le bon expert pour venir 45 minutes donner de l'info aux équipes. Et c'est cool parce qu'en fait, ça permet de sortir un petit peu du spectre trop business, trop com du quotidien, et de se dire, les fondateurs font aussi attention à nous sur d'autres aspects un peu plus globaux de leur personne. Et ça, c'est un truc qui marche très bien. Donc ça le rattache à ma première partie de réponse, qui était juste de soigner sa culture et de la faire évoluer. Et la culture, c'est pas juste se dire on est des potes, on est trop bien. En fait, la culture, c'est un truc qui se fait, qui se travaille et qui se retranscrit par des actions que tu proposes à tes employés. Et voilà. Donc ça vraiment, ça a été un truc que j'avais trop négligé, cette transition de culture, et qui a eu son impact, encore une fois. Donc du coup, voilà, ce serait ça ma réponse. Vous êtes en 100% physique là, ou vous avez des postes en remote? Non, alors on est putain, il pleut violent, j'adore. J'adore cette sensation, petit canapé, machin, pluie. On est depuis, ça fait maintenant quasiment quasiment depuis toujours que je demande aux équipes d'être là le lundi. On est là en équipe le lundi, on serre les coudes, c'est dur le lundi matin, on est ensemble, et à partir du mardi, chacun fait ce qu'il veut. Donc t'en as qui bossent de chez eux, machin, peu importe. En 100% remote, on a une personne qui va tester ce modèle dans 6 mois. Donc c'est notre prochaine, en gros notre CMO actuel va partir. La personne qui va reprendre le poste je lui demande d'être en présentiel pendant 6 mois, et ensuite est en 100% remote à Lyon. Donc je lui demande de venir une fois par mois pour voir les équipes. On va tester le modèle. J'aimerais bien, honnêtement. Je trouve que c'est un signal qui est très intéressant de process et de culture, de se dire que en fait tu n'as pas besoin d'être en présentiel pour que ta boîte tourne. Et c'est un truc que j'imagine aussi. Moi, j'aimerais bien faire une partie un petit bout de ma vie, genre 6 mois, 1 an aux États-Unis avec ma chérie et ma fille. Ça fait bizarre de dire ça. Donc j'ai envie de nous éduquer à pouvoir bosser en remote. Donc voilà. Ouais, génial. Effectivement, c'est quelque chose qui s'appréhende, et comme tu disais, on peut pas faire un changement comme ça aussi brutal, et ça s'accompagne dans le temps. Mais bon, il y a des entreprises qui le font, donc il n'y a pas raison que ça se passe mal. Mais effectivement, sur la partie communication, c'est là où c'est important. Mais c'est super intéressant les thématiques que vous avez mises en place. Cette mystery box, c'est pas mal. Et le Q&A, c'est marrant, c'est 2 éléments qui m'avaient marqué quand j'étais allé visiter le campus de Facebook. C'est un peu les 2 choses qu'on m'avait ressorties. C'était le live Q&A le vendredi de Zuc. Et puis c'était pas une mystery box, mais c'était un fichier commun où quand quelqu'un avait un sujet qu'il n'arrivait pas à craquer, il remettait ça au cerveau collectif. Alors parfois c'était vraiment stylé. Par exemple, ils ont des problématiques que nous on pourrait pas connaître. Et le campus est tellement grand qu'ils avaient des problèmes pour se repérer. Ils ont dit mais comment on peut faire pour facilement se repérer? Et il y a un mec qui a dit mais pourquoi on ferait pas
avec un truc un peu sympa, mais sur le sol, faire des représentations pour dire par là, pour aller à cet endroit-là, c'est par là avec une petite flèche. Et après un petit système de vote et tout. Et en fait, ils ont craqué plein de sujets comme ça parce que quelqu'un qui est dev va peut-être avoir des idées pour le marketeur qu'il n'a pas forcément. C'est stylé. Tu vois, l'intelligence collective. J'avoue que c'est sous-coté, c'est une très bonne idée. Et surtout que je trouve que quand tu es dans ton domaine, tu as des réflexes qui sont liés à ton domaine, mais en fait d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur et qui challenge des évidences qui paraissent peut-être quasiment stupides parce qu'en fait tu as des espèces de standards qui sont attendus, en fait ça redistribue totalement les cartes et ça peut pousser des très bonnes idées. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une bonne idée, tu vois, potentiellement un nouveau pilier de culture pour c'est cool. Ouais, grave. Avant qu'on passe à plus ton développement personnel et ça rejoint un peu ton format Scale Myself dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui lance une agence de service, quelque chose sur lequel il devrait s'appesantir en premier, quel que soit l'ordre que tu souhaites, soit sur la proposition de valeur ou le juridique ou s'entourer ou vraiment quelque chose, toi, qui te paraît important à transmettre? C'est un truc qui est pas je vais pas chercher le truc très novateur pour faire stylé, plus qu'un truc qui a vraiment du sens, c'est de soigner ses premiers clients, parce qu'en fait on a souvent tendance, et c'est une réalité, à se dire que ses premiers clients sont jamais aussi bien servis que les suivants, puisque tu apprends de tes erreurs et tu essaies de pas répéter les erreurs suivantes. Mais en fait je trouve qu'on a trop tendance à vouloir cumuler un grand nombre de clients plutôt que de correctement soigner les clients qu'on a existants. Et en fait, il y a une évidence déjà d'avoir des clients qui sont contents, c'est les meilleurs ambassadeurs du monde, donc ils vont te recommander à droite à gauche. C'est des gens qui peuvent potentiellement reconsommer chez toi et donc générer de la rétention. Donc tu as un enjeu vraiment business, mais c'est aussi et surtout que quand tu crées une vraie relation avec un client, tu as des vrais retours en fait sur ton produit ou sur ton service. Qui sont des hacks de développement de ouf, parce qu'en fait le service que tu as proposé à un client, il n'y a pas meilleure personne pour te dire ce qui va ou ce qui va pas. Et en règle générale, si tu as une relation qui est un petit peu éloignée et que tu demandes un retour à un client comme ça, peu de clients vont te rentrer dans le lardon, versus un client avec qui tu as échangé régulièrement, avec qui tu as déjà bossé plusieurs fois. Il y aura un niveau de granularité qui sera beaucoup plus important pour avoir des retours qui vont vraiment être pertinents. Et je trouve que ça, c'est un truc qu'on a, pareil, pas suffisamment fait au démarrage avec Home, qu'on fait beaucoup plus maintenant. Et on a réussi à réaxer le tir sur des évidences qui nous ont été remontées, mais qui pour autant ne l'étaient pas avant ces remontées. Donc je dirais vraiment privilégier la qualité de ses clients, non pas juste dans leur aspect financier, mais dans la relation qu'on crée avec eux, plutôt que d'essayer tout de suite de dire ça va faire un beau post LinkedIn, de dire que je suis à mon 100e client. En fait, on s'en branle de ça. Ce qu'il faut, c'est avoir des clients qui sont des clients, encore une fois, avec qui tu as de la proximité pour pouvoir avoir des bons insights. Ouais, bien sûr. Voilà. Alors écoute, maintenant on va parler un peu plus de toi. Alors tu l'évoquais tout à l'heure, c'est important de aussi prendre soin de soi et de grandir soi-même pour grandir avec la boîte et même aller un peu plus vite justement pour transmettre un peu et retransmettre tout ce que tu aurais pu apprendre. Comment tu fais toi aujourd'hui pour progresser justement sur tous ces sujets? Quels sont ce que tu as pu mettre en place, des routines? Alors routine, ça fait très cliché, mais je veux dire comment tu as su évoluer pour adresser les enjeux toujours croissants de ton agence? Bah, du coup, effectivement, j'ai lancé un podcast là depuis un mois qui s'appelle Scale Myself. Donc, c'est 100% en lien avec ta question. C'est comment est-ce qu'on fait pour se scaler soi-même? Parce que pour moi, c'est en se scalant soi-même que tu arrives à scaler du coup tes entreprises et tout ce qui va avec. Donc, c'est une question que je suis en train de me poser et c'est tout le but de ce podcast, c'est vraiment de me challenger et d'avoir une espèce d'historique sur ma vision à un moment donné. Et j'ai envie de les réécouter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et de voir à quel point, à un momentum de ma vie, j'avais une réflexion et une hygiène de vie qui était propre à une situation. Ça me permet aussi de tenir des engagements parce que il y a trop de fois, moi j'ai un profil très velléitaire. On m'a tellement dit que c'est resté dans mon cerveau. Je pars dans tous les sens. C'est que je suis un peu en mode comme un petit toutou. S'il y a un petit truc qui bouge, putain, faut aller là-bas. Tu vois, je pars dans tous les sens. Alors qu'en fait, il faut réussir à se cadrer sur une ligne directive, et pour ça de créer du contenu et je réponds après à ta question, mais comme le podcast KMSF, ça me permet en fait d'avoir un engagement que je donne à des gens qui m'écoutent, et ces engagements, j'essaye de m'y tenir parce que je l'ai dit un peu publiquement, donc je dois m'y engager pour pas passer pour un gros cake, et donc ça c'est un bon point. Donc la question, comment est-ce que moi je me scale moi-même? Donc il y a ça, en me donnant en créant du contenu publiquement, ce qui me permet de tenir mes engagements. Donc je suis beaucoup plus
je suis plus en mode militaire qu'avant quand je me le disais à moi-même et que je lâchais au bout de 3 jours, je me disais fuck it, c'est pas grave, flemme d'aller au sport, etc. Donc là, en fait, je tiens davantage mes engagements. J'essaie d'avoir une routine qui me permette de me sentir bien, / heureux. C'est un peu évident de se dire, oui, j'ai envie d'être heureux, mais en fait, être heureux, c'est un peu la résultante d'une journée un peu type. Et pour ça, moi, je me suis un peu posé sur quels sont les paramètres qui font que fondamentalement, à la fin d'une journée, je me dis putain, j'ai passé une bonne journée, je suis bien dans mes bottes. Parce qu'au final, c'est quand même un peu ça le but de la life. Et pour ça, j'ai vu que moi, c'était de voir ma famille. Ma famille, c'est ma fille, ma femme, mes parents, etc. De savoir trouver du temps pour eux, c'est de faire du sport. Parce que quand je ne fais pas de sport, je me sens comme une énorme merde pour de vrai. C'est-à-dire que trop de fois, pendant 10 jours, j'ai dit fuck, je faisais pas de sport, je bouffais de la merde et je me sentais misérable et je me sentais pas bien et du coup, je suis pas heureux et donc du coup, ça va pas dans le bon sens. Donc ça, je me l'impose. Et c'est de m'imposer d'être heureux dans ma manière d'entreprendre. Parce que entreprendre, je le vois pas moi comme une espèce de fin en soi en me disant j'entreprends pour à un moment revendre la boîte et être milliardaire. En fait, entreprendre, je le vois comme la fin en soi. C'est juste, en fait, c'est le mode opératoire qui me fait kiffer. Je pense que je serais en fait, le moment où potentiellement Com serait racheté, c'est le moment où je serais le moins heureux dans toute la carrière enfin, dans tout ce que j'ai fait avec Com. Donc, je trouve du plaisir à le faire. Je sais plus qui est-ce qui avait dit un truc qui m'avait grave parlé, qui disait qu'entreprendre, c'était un petit peu comme un jeu vidéo. Un jeu vidéo, ce qui te fait kiffer, c'est pas passer du level 1 au level 2. En fait, ce qui te fait kiffer, c'est les moments où tu joues au jeu vidéo en tant que tel, tu vois. C'est les moments où tu vas sauter, machin, etc. C'est ça qui te fait kiffer. Et moi, l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est que j'essaie de me dire que ce qui me fait kiffer, c'est tout ce parcours qui me permettra d'arriver à d'autres étapes demain. Donc voilà, donc ça c'est les sujets sur lesquels j'essaie d'avoir un focus pour pouvoir me faire évoluer moi-même. J'essaie de m'imposer de lire plus parce que c'est en ouvrant un peu nos chakras qu'on essaie d'aller chercher de l'expérience, de la connaissance ailleurs. Ça paraît être un truc de gourou, mais en vrai, j'ai juste mis en place le fait de lire 15 minutes par jour. C'est juste 15 minutes par jour. Et en vrai, je trouve que ça fait pas mal de différence sur ma manière de voir les choses, sur le fait de m'imposer de lire. C'est un truc que je déteste faire. Le fait de s'imposer de faire un truc qu'on n'aime pas, je trouve que ça te rend encore meilleur. Et écoute, voilà quoi. En gros. Ouais, alors je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que en fait, c'est intimement lié au fait de réduire les frictions pour faire quelque chose, dans le sens où si tu te l'imposes, c'est que tu ne poses pas la question de est-ce que je vais le faire ou pas. C'est inscrit, donc en fait, tu le fais. Ouais. Et tu vois, notamment pour le podcast, il faut que tu te mettes dans les conditions, que ça soit facile, en tout cas, de débroussailler le plus possible. Si à chaque fois tu dois aller dans un lieu précis, sortir le micro, faire ceci, faire cela, etc., et que ça devient véritablement une corvée, jamais tu vas le tenir. Il faut vraiment mettre en place les éléments pour le sport. Si ta salle de muscu, elle est à 30 minutes en transport en commun, tu vas tenir un mois. C'est clair. Pas plus. C'est clair. Donc, vaut mieux avoir quelque chose qui est moins bien, mais juste à côté. Tu pourras pas faire tout ce que tu souhaites, etc. C'est clair. Enfin, là, je parle en l'occurrence pour le sport, mais non, mais c'est vrai pour tout le reste, hein, totalement. Enfin, si ça paraît pas facile au début, effectivement, ce sera un frein à un moment, parce que l'attente est beaucoup trop élevée. Tu vois, 15 minutes de lecture, en vrai, ça paraît être un truc de branque, mais en fait, si je me mets tout de suite à me dire, vas-y, je vais lire 1 heure par jour, dans 10 jours, flemme atomique et j'arrêterai. Alors qu'un quart d'heure, je le ressens presque pas, donc ça me met dans une dynamique de le faire, et puis potentiellement dans un mois ce sera 25, 30 minutes, 1 heure, et puis ensuite ça fera partie d'une habitude, enfin ce sera une habitude, et une habitude est beaucoup moins, enfin tu le ressens moins puisque c'est une habitude. Donc je suis d'accord avec toi. Ouais, l'effort qu'on a à faire, enfin à générer pour pouvoir inscrire une habitude, un peu le fameux 0 to 1. Ouais. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie parce que on découvre, c'est découvrir un nouveau sujet. Tout le monde sait lire, mais en fait, ça au-delà de ça, c'est de la concentration, c'est se concentrer que sur une seule tâche, pas avoir de divertissement autour, comprendre, capitaliser sur ce qu'on est en train de lire. Ça paraît un peu bête à dire comme ça, mais en fait non, pas du tout. C'est un véritable exercice et le temps que le cerveau l'intègre, c'est là où c'est difficile à mettre. Mais comme quand on aborde n'importe quel nouveau sujet, quand on commence pour la première fois qu'on fait du montage vidéo, c'est l'enfer, on regarde 15 000 tutos, c'est une galère à monstre, et puis bon, quand on a monté sa 50e vidéo, en fait, mais ça s'applique véritablement pour tout, quoi. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un conseil dans la vie que l'on t'a donné et qui t'a véritablement marqué, que tu aimerais nous retransmettre, que ce soit
sur la partie pro ou même sur la partie perso et qui te sert. Ouais, je dirais de potentiellement de ne pas avoir une vision trop manichéenne des choses, de pas soit voir les choses blanc ou noir, d'avoir on a souvent tendance à avoir un avis trop tranché sur la chose. Tu sais, on nous formate à ce que tu votes soit à droite, soit à gauche. Soit la droite, c'est que de la merde, ou alors enfin, tu vois ce que je veux dire, d'avoir des avis trop tranchés, alors qu'en fait, la nuance est hyper importante, hyper intéressante, et je trouve que ça permet de pouvoir être plus efficace dans son travail, d'être plus efficace quand tu abordes toutes les situations de ta life, tu vois. Même, enfin, tu vois, j'ai des exemples qui me viennent, dont je vais pas forcément lui parler, mais avec mon couple, etc., où en fait, juste de savoir nuancer un peu les choses et d'essayer de prendre un peu de recul et ne pas être trop manichéen, je trouve que ça a vraiment du bon. Et pour autant, c'est pas du tout l'environnement dans lequel on nous sert les choses. On nous sert plutôt les choses il faut, enfin voilà, encore une fois, d'être tranché. Et ça, c'est pas forcément un conseil qu'on m'a donné, c'est plus un peu l'historique et le découlé de ce que je ressens maintenant. Mais je pense que, ouais, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Un peu, du coup, un peu en lien, mon père me disait souvent, c'est la quantité qui fait le poison. Et je trouve que c'est un tout petit peu la même chose avec le côté trop tranché, tranchant. C'est un peu de quelque chose. Enfin non, tu vas me dire le lien avec la quantité qui fait le poison, ça part sur une autre direction, mais je reste sur le sujet du côté trop manichéen des choses qui peuvent avoir un mauvais impact sur ta life. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur lequel tu aimerais travailler à l'avenir et pour lequel tu n'as pas forcément eu le temps, que ce soit une compétence, là tu vois, tu nous parlais de la lecture que tu as récemment mis en place. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais aller, que ce soit sur le pro ou sur le perso, tu vois, et qui te tiendra à cœur? Bah c'est sur le perso, c'est le sport. Je me suis mis un gros challenge là enfin je fais de la boxe anglaise depuis peu. Je me suis fait matrixer comme d'hab. Moi pour le coup dans ma vie, je suis un peu trop manichéen, c'est soit tout soit rien dans mes actions, même si j'essaie de changer un peu, mais donc du coup ce serait de monter encore plus en compétence sur la boxe qui me rappelle beaucoup l'entrepreneuriat dans la manière d'appliquer ce sport. Donc ça va être de rentrer un petit peu plus en profondeur sur comment être un meilleur boxeur, parce que être un meilleur boxeur, c'est pas juste taper plus fort, c'est plein d'autres paramètres. Et voilà, je dirais que ce serait ça. Ok, génial. J'ai vu que tu avais commencé un peu à documenter ça en vidéo. J'imagine que ça sera potentiellement premier combat. Oui. Ouais, mon premier combat qu'on a filmé avec les équipes de com et qui était cool. C'était un premier gala, un premier combat amateur après 5-6 mois de boxe et qui est cool, qui est très bien réalisé, je trouve, pour le coup. Et voilà, donc si vous voulez voir un entrepreneur se faire casser la gueule, n'hésitez pas. Allez-y. Génial. Si tu pouvais rencontrer le ou la personnalité française de ton choix, que ce soit dans le business ou pas, et que tu pouvais discuter 1 heure avec lui ou elle, qui est-ce que ce serait et pourquoi? Faut absolument que je réfléchisse à une autre réponse, que ça fait 3 ans que j'ai la même chose, c'est Jamy de C'est pas sorcier. Okay. Je suis fan de ce mec, vraiment. J'ai essayé de le contacter 1000 fois sur LinkedIn, mais je n'ai pas réussi. Je lui ai envoyé des mails, etc. Mais ce mec me matrixe de ouf parce que, bon, j'en ai fait un peu une running joke en vrai, mais c'est un mec qui, je trouve, c'est un monsieur incroyable, je trouve, qui m'a éduqué quand j'étais plus jeune avec C'est pas sorcier, qui a réussi à se réinventer, à redonner de l'information sur des autres réseaux d'une autre manière, mais toujours avec sa sensibilité et sa patte. Il est en plus, je trouve, extrêmement intelligent, malin, et ce serait incroyable. J'aimerais vraiment avoir 2 heures avec lui en podcast et lui demander de me raconter sa vie avant C'est pas sorcier, l'après, comment est-ce qu'il a vu cette transition et ces changements. Donc voilà, je dirais à Jamy. Donc si Jamy nous écoute aujourd'hui, s'il te plaît, 3 ans après, let's go. C'est sûr que la conversation doit être passionnante. Franchement, il doit avoir une histoire extraordinaire, vraiment. Ouais. Et puis, il a vu tellement de choses, il s'intéresse à tellement de sujets, c'est clair que ça doit être génial. Ce serait qui, toi? C'est une bonne question. Écoute, alors j'ai de la chance de pouvoir recevoir beaucoup de personnes dans mon podcast et de m'enrichir un peu de toutes leurs expériences. Après, c'est sûr que dans l'écosystème business, dans les Français, on a des profils incroyables comme Xavier Niel qui a juste monté l'entrepreneuriat français à des niveaux incroyables. Sans parler des super fortunes, super entrepreneurs comme Bernard Arnault qui a construit juste le plus grand empire du monde. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est le plus grand. Oui, après, mais même si maintenant forcément il est sorti de l'opérationnel et c'est de la haute strat, mais je serais curieux de pouvoir recueillir son expérience de comment il a commencé, quoi. Ça doit être passionnant, mais bon, ça sera
Ça va être difficile. Bientôt, saison 10 de... Mais franchement, Xavier Niel, j'aimerais beaucoup. Donne peu d'interviews, très très peu. Il en a donné une récemment à un YouTuber il y a quelques mois. Ok. Mais il est assez discret. Il a fait une sortie récemment pour le produit qu'ils ont fait, qui est la Freebox Ultra dont je te parlais tout à l'heure. Il est venu sur un média très tech et pour en faire la promotion et voilà. Mais c'est vrai qu'il adresse des enjeux tellement dingues, ce qu'il a fait avec Station F, ce qu'il continue à faire avec Free, puis ses investissements à droite et à gauche. Et ouais, il est pas dans le courant, il est pas dans le mainstream du mainstream pardon du business à son volume au regard des activités comparables à la sienne. Il essaye toujours un peu de casser les codes et ça va être vraiment quelqu'un de très intéressant quoi. Ouais, t'as raison, écoute, clairement. Peut-être un jour. Peut-être aussi. Sait-on jamais. Ouais. De ouf. Génial. Harold, dernière question. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour un futur épisode? Alors, je sais que tu m'as déjà fait plusieurs introductions je sais même plus et qui présentations que j'ai reçues dans le podcast. J'ai reçu notamment Olivier, j'ai reçu Laurent de l'Atelier 23. Ah oui, putain, ça. Ouais. Et puis et Axel Bezin plus récemment. Mais écoute, si tu as une autre personne à qui je pourrais proposer de tourner un épisode ensemble et de partager son expérience avec plaisir. Cédric Doumbé. Ok. Tu vois qui c'est ou pas? Oui, je vois très bien qui c'est. On avait reçu sur Comédia avant qu'il soit autant exposé. Alors, c'était déjà une belle resta, mais là, il a explosé. Ouais. Mais c'était hyper intéressant parce que derrière l'air un peu bagarreur et autres, il a établi une stratégie de personal branding qui est extraordinaire, vraiment, un peu à la McGregor, et très très smart, extrêmement intelligent, et je pense que ce serait passionnant comme interview. Donc j'espère qu'il est pareil. Cédric, si jamais il nous suit encore, parce que tu étais sur le média et qu'il nous entend peut-être un jour aujourd'hui, franchement, Cédric Doumbé, mortel. Ouais, j'essaierai de le contacter. Écoute, là, il doit être bien occupé à préparer son combat contre Baki, qu'on va suivre avec attention. Je sais pas quand est-ce que c'est d'ailleurs le combat. C'est en mars, je crois. Là, en mars. Ah oui, ça va être là. Ouais. Ah, il y a 3 soirées, je crois, assez vénères de gros combattants. Il y a Benoît Saint-Denis contre Christine Poirier, puis là. Effectivement, ça va être attendu, le choc. Génial. Harold, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver comme les spin-offs? Dis-nous tout, ta chaîne YouTube, ton podcast. Il y en a beaucoup, donc j'essaie. En gros, les plus importants là en ce moment, c'est chaîne YouTube. Vraiment Harold Gardas ou Harold, je crois, point même. Vraiment, ça c'est le plus important. Et je pense un autre truc que nos réseaux, un peu LinkedIn et autres, c'est mon podcast Scale Myself. Je pense que c'est déjà le contenu sur lequel je prends le plus de plaisir. C'est le contenu sur lequel je pense que j'apporte le plus de valeur, parce que LinkedIn, t'es quand même efforcé de faire des trucs très courts et autres, donc c'est un peu limitant pour apporter de la valeur. Et c'est le contenu sur lequel je pense que je suis le plus authentique, et c'est cool. Donc sur Spotify, Scale Myself, et ça, je suis assez étonné par le fait que ce soit aussi bien reçu. Donc voilà. Je crois qu'on a fêté, j'ai fait la 1000e écoute là il y a peu, alors que je pensais littéralement, et je dis pas ça pour faire, mais je pensais que franchement j'aurais peut-être 100 écoutes, même pas. Donc je suis super content, donc ça veut dire que ça plaît. Donc j'espère que voilà, si jamais il y en a qui souhaitent me découvrir sous un autre format, ça peut être intéressant. Génial. Écoute, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode et de la vidéo pour ceux qui nous regardent sur YouTube, puis on essaiera de faire un peu de cross promo sur Insta et les autres canaux pour développer tout ça. Harold, merci encore. C'était vraiment très chouette d'être venu pour ce deuxième épisode, ce back-to-back. Un jour, le back-to-back. Exactement, voilà, on fait le point dans 2 ans. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire sur la plateforme de podcast ou YouTube. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!